Oui. Merci à vous. Merci de porter votre masque. On veut juste éviter de devenir ici un cluster d'une nouvelle série de Covid. Aujourd'hui, nous recevons donc Aurélie Pénaud de Brest, mais je vais laisser Kelly Godard, qui est animatrice au Biodiversarium et qui nous a gentiment invité son ex-professeur, la présenter. Donc, bonjour à tous et bienvenue à l'amphithéâtre de l'Observatoire océanologique de Banyuls, et merci du coup de nous faire honneur de ta présence, d'être venu ici à Banyuls. Elle a fait la route depuis Brest pour faire la conférence des mercredis de la connaissance aujourd'hui, en ce mercredi 27 juillet. Donc Aurélie Pénaud est maître de conférence à Brest, à l'Université de Bretagne occidentale, donc maître de conférence en géologie, on peut dire, en sciences de la Terre. Et elle va faire aussi ses travaux, elle fait ses travaux de recherche aussi à Brest. Et donc la conférence, c'est les relations passées homme-environnement racontées par les sédiments estuariens. Donc c'est joliment dit en plus le titre. Et elle prend comme exemple la rade de Brest, là où elle travaille. Donc elle est surtout spécialisée dans les recherches paléo-environnementales, donc dans la paléo-environnement. Et donc toutes ces recherches-là, elle va faire tout ce qui est carottage dans les sédiments, faire de la palynologie. Donc la palynologie, c'est l'étude des grains de pollen, des micro-restes. Oh mince, je me suis un peu avancée. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, donc elle va très bien vous raconter ce que c'est. Et donc je vous souhaite une bonne conférence en compagnie d'Aurélie Pénaud. Merci Kelly. Est-ce que j'ai besoin du micro? Alors oui, vous préférez tout ce que... Bon, je le garde. J'ai une voix qui porte, mais bon, s'il n'y a pas de souci. Merci aux organisateurs de ces cycles de conférences de m'avoir invité. Merci Kelly. Un plaisir de voir d'anciens étudiants, anciennes étudiantes parcourir les chemins de la France après avoir fait leurs études à Brest, là en l'occurrence, puisqu'elle était dans la formation en effet dans laquelle j'enseigne. Je vais vous en parler, je vais vous en dire deux mots. Et puis bon, j'ai pas fait exprès la route pour, vraiment ça me fait plaisir, et je suis sur la route des vacances en fait, donc il y a ma famille qui est là aussi, mes 3 enfants qui poseront des questions à la fin, tout est prévu. Donc voilà, un peu de famille sur Bordeaux, un peu sur Béziers, c'est un plaisir de s'arrêter et puis de faire une petite virée par ici. Donc voilà, donc je vais en effet vous parler des relations passées au environnement par le spectre des sédiments estuariens. Alors je parle de la rade de Brest, mais en effet, de ce que je peux faire, en effet je ne l'applique pas forcément que à la rade de Brest. Je suis paléocéanographe, alors je travaille aussi sur des carottages faits au large du bassin du Congo, faits au large du paléofleuve Manche, faits au large de différents environnements, mais c'est la rade de Brest dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, justement, formation, ça c'est un petit clin d'œil à Kelly ici présente. Donc je suis maître de conférence, donc j'enseigne en géologie, donc sciences de la Terre, dans des parcours qui s'appellent parcours géologie, alors voilà, parcours géologie, parcours biologie et géologie en licence. Et puis en master, on a un master à l'IUM. Alors l'IUM, c'est l'Institut universitaire européen de la mer. Voilà, et dans cet institut-là, nous hébergeons aussi différents masters, dont un qui s'appelle Sciences de la mer et du littoral. Donc là, on voit qu'à Brest, il y a un pool océanographique aussi qui est très important. Et puis la fac de Brest, donc c'est l'UBO, l'Université de Bretagne occidentale. Donc les parcours de licence sont à la fac de Brest, et puis ensuite, quand les étudiants basculent en master, ils viennent à Plouzané, qui est la commune qui est juste proche mitoyenne de Brest. Donc ça, c'est pour la partie enseignement, et puis bien sûr, je vais vous parler plutôt de recherche aujourd'hui. Alors de recherche, moi ma partie recherche, je la fais dans le domaine de la géologie, je la fais plus spécifiquement en sédimentologie. Alors les sciences de la Terre, la géologie c'est comme la biologie, il y a tout un tas de spécialités. La géologie c'est pareil, il y a tout un tas de branches. Moi la branche dans laquelle je suis insérée, c'est celle de la sédimentologie, l'étude des sédiments. Alors quand on parle de sédimentologie, on parle de tout ce qui est particules qui vont être transportés, déposés dans un bassin d'accumulation qu'on appelle un bassin sédimentaire. Et ces bassins sédimentaires, généralement, ils sont sous l'eau. Ça peut être un lac au milieu continental, ça peut être les berges des systèmes fluviatiles.
Et puis en milieu océanographique, et en milieu subtidal, tous les bassins dans lesquels on va déposer différents sédiments, depuis des sédiments plutôt sableux proche-côte jusqu'aux vases en partant vers le large. Alors il y a différents processus. Quand on parle de sédiments, souvent on pense au sable, on pense aux argiles, mais en fait la sédimentologie c'est beaucoup plus large. C'est pas que de la désagrégation mécanique, c'est pas que des processus détritiques, c'est aussi des processus chimiques et biologiques. Donc par exemple, là je vous mets l'exemple de roches sédimentaires. Là ça s'appelle la halite dans le registre géologique, mais NaCl c'est le chlorure de sodium qui peut être très bien formé sans avoir besoin de passer par des formations géologiques, qui peut être fait de manière complètement anthropique aujourd'hui. Le gypse, le calcaire, donc ça sont des modes de formation de roches sédimentaires d'origine chimique ou alors biologique, on pense à la tourbe, au charbon, au pétrole, ce sont des roches sédimentaires aussi. Donc moi je vais vous parler plutôt de dépôts argileux, aujourd'hui dépôts vaseux, donc de sédimentation plutôt détritique. Alors donc je vous ai dit que la recherche que je fais, elle se fait à l'IUM. Donc cet institut, en fait, c'est un observatoire. Donc dans cet observatoire, il y a tout un tas de laboratoires. Il y a des laboratoires de biologie marine, de géographie, de droit de la mer, d'économie, etc. Bon, moi, pour ma part, donc, je vous ai dit, je suis géologue, donc je suis dans un laboratoire qui s'appelle Géo-Océan, c'est un laboratoire de géologie marine. Alors bon, si vous n'êtes pas très familier avec la pointe finistérienne, moi je n'étais pas tellement avant d'arriver à Brest il y a 12-13 ans. Voilà, donc l'étoile, on est ici, au niveau, en face de la presqu'île de Crozon, là, de cette pointe qui s'appelle la pointe des Espagnols. Donc on est ici, là, Brest et Plouzané juste à côté. Et la rade de Brest ici, dont je vous parlerai par la suite. Et puis la presqu'île de Crozon, je vais faire une petite aparté sur la presqu'île de Crozon, parce que j'aime bien, j'y envoie souvent les étudiants sur le terrain. Donc, je ne peux pas m'empêcher, quand je parle de sédimentologie, de montrer un exemple des formations sédimentaires, puisque je suis toujours là ici dans la sédimentologie. Alors en presqu'île de Crozon, ici, vous avez trois grandes pointes. Donc là, c'est le cap de la Chèvre, la pointe des Espagnols, et puis ici, vous avez toute cette grande pointe ici qui se termine par la pointe de Penir avec un tas de poids pour ceux qui connaissent, qui sont déjà allés. Et vous avez une coupe remarquable qui est ici, qui est juste à côté de la pointe de Penir, qui s'appelle la coupe du Verriac, qui permet de représenter ici en coupe. Alors vous, ce que vous voyez bien sûr sur le terrain, c'est ce type d'affleurement géologique sédimentaire. Et puis retranscrit sous la forme d'une coupe géologique, ça vous donne ici ce type de représentation où vous voyez ici des strates, donc des formations stratifiées, des bancs qui initialement, ces sédiments sont déposés dans un bassin sédimentaire à l'horizontale, donc ils ont été basculés par des processus tectoniques. Donc on voit que les strates ici, elles sont penchées, elles sont inclinées, et cette coupe, elle permet de représenter 50 millions d'histoires en continu et une coupe quasi complète de l'Ordovicien avec le début du Silurien. Il y a longtemps, là, on se situe, donc on est pour la coupe, en tout cas ce qu'on peut voir, on est entre 475 et 425 millions d'années, pour la coupe dans sa totalité, puis la pointe de Penir jusqu'à la fin. Alors, bon, la rade de Brest, on pense souvent à ces terrains très anciens, on pense à des périodes très très anciennes, mais si on va sous la rade de Brest aujourd'hui, là on a des sédiments très récents, et puis là je vais faire un grand écart. Et aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de choses assez récentes au regard de ce timing-là. Alors, j'aime bien parler de la coupe de l'Ordovicien et de cette coupe du Verriac à Crozon, qui est très fossilifère. Là, vous connaissez peut-être, vous avez peut-être reconnu un petit schéma de trilobite. Alors, pour ceux qui sont passionnés par les fossiles et les enfants particuliers, c'est typiquement l'exemple. Alors, il y a les ammonites comme celle que j'ai autour du cou, mais ça a notre âge. Là, on est plus sur des âges mésozoïques. On est plutôt ici autour du Jurassique Crétacé. Là, les trilobites, on est typiquement ici dans des formations de l'ère primaire du Paléozoïque. Et alors, souvent, j'aime bien montrer cet exemple parce que ici, on est dans un centre aussi de formation et de partage des sciences à Océanopolis, à Brest. Il y a aussi un centre national dédié à la culture scientifique et au partage et à l'échange avec le grand public. Il y a des cycles de conférences, il y a l'organisation de la fête de la science, de la nuit européenne des chercheurs. Et puis, par exemple, chacun des laboratoires présente des stands et généralement, nous avons plaisir à sortir tout un tas de fossiles et pas que ceux de la presqu'île de Crozon. C'était une petite aparté. Bon, mais avant que ces sédiments ne deviennent des strates, comme c'est le cas ici, comme on le voit sur l'affleurement,
ce furent des sédiments meubles. Et moi, ce sont typiquement sur les sédiments meubles que je travaille, donc sur en effet des carottes. Donc on va les récupérer par différents systèmes de carottage en fonction des bassins sédimentaires qui vont être carottés. Si on carotte en rade de Brest, on n'a pas besoin du même équipement et du même type de navire. Vous imaginez bien que si on va carotter au large par 4000 mètres de fond, ce n'est pas les mêmes navires, ce n'est pas les mêmes systèmes de carottage, mais globalement, ça reste à peu près le même principe. C'est du carottage gravitaire par enfoncement purement dans le sédiment meuble d'un tube en acier qui est lesté au préalable. Donc là, c'est ce qu'on appelle la lithification ou la diagénèse quand on est savant. Mais la lithification, c'est la transformation de ces sédiments meubles en roches indurées. Il va falloir bien sûr des dizaines de millions d'années pour que cela puisse se faire. Alors, je travaille donc sur ces sédiments meubles, et puis je vous ai mis un petit... je ne sais pas de l'Ifremer, mais on travaille beaucoup avec l'Ifremer. L'Ifremer est juste à côté de l'IUM, donc on travaille beaucoup avec eux, évidemment. Et puis d'ailleurs, mon laboratoire a fusionné avec une équipe de l'Ifremer. Tout à l'heure, je vous montrais le logo Géo-Océan. Maintenant, on a un laboratoire où on a aussi bien des chercheurs du CNRS, de l'Université de Brest, comme c'est mon cas, et des géologues marins de l'Ifremer. Donc, on forme en fait une unité mixte de recherche avec ces différentes tutelles. Alors, je vous montre un exemple là de carottage. Alors, c'est un collègue de l'Ifremer, un collègue biologiste qui s'appelle Raphaël Siano, qui travaille beaucoup sur les efflorescences algaires toxiques, grand problème sociétal actuel de tous les grands domaines côtiers, et puis particulièrement en rade de Brest, on a quelques soucis de toxicité dans les eaux côtières, dont je vous parlerai par la suite. Donc là, c'est le projet du collègue. Alors là, on est sur un navire qui s'appelle la Cavia, c'est un petit navire de station ici de l'Ifremer qui permet de carotter, on va dire par petits fonds, les systèmes côtiers sur la façade plutôt secteur Manche-Golfe de Gascogne. Donc là, on voit le tube acier, et puis maintenant, petit à petit, l'Ifremer équipe aussi des systèmes de carottage de vidéos qui permettent comme ça de suivre vraiment l'enfoncement et de vérifier dans quel type de substrat le carottage s'est enfoncé, de vérifier qu'il n'y a pas eu de souci à la pénétration, etc. Donc c'est un carottage gravitaire, et puis ensuite, on remonte ce tube, là ici, dont je vous parlais, là, qui est lesté, avec le lest ici. Le tube acier est remonté, la gaine PVC qui contient le sédiment est sortie du tube. Là, c'est des carottages qui sont assez courts, qui font par exemple 2, 3, 4, 5 mètres de long. Maintenant, sur des navires hauturiers tels que le Marion Dufresne, dont vous avez peut-être entendu parler, le Pourquoi pas, c'est des carottages qui peuvent faire jusqu'à 30 mètres de long. Voilà, il s'agit de petits fonds et de carottages assez courts. Donc les carottes sont coupées, ensuite sectionnées, et hop, je m'en arrête là. Après, c'est de la paléogénétique, je m'en arrête ici. Donc vous avez vu, elles sont sectionnées, en fait, les carottes, en fait, en section d'un mètre... d'un mètre, 1,50 m. Je ne sais plus comment je fais pour me remettre sur l'emploi. Bon, c'était à la fin. On voyait les tubes, le grand tube ici qui faisait 4-5 mètres, qui est assez court finalement, qui était sectionné en sections d'1 mètre ou d'1,50 m. Ici, c'est des sections d'1 mètre. Et ces sections d'1 mètre, tout simplement, c'est beaucoup plus facile à manier évidemment sur le pont et puis après par la suite en laboratoire. Donc là, vous avez par exemple des sections d'1 mètre d'une carotte qui à la base faisait 1, 2, 3, 4 mètres 75. Donc la carotte faisait 4 mètres 74, 4 mètres 75. Ça, c'est l'ensemble des tubes qui ont été sectionnés sur le pont du navire. Chaque tube ensuite est ouvert et chaque demi-cylindre est analysé. Alors avant d'échantillonner, on fait ce qu'on appelle des analyses non destructives. Donc déjà, on va regarder les faciès, c'est-à-dire les sédiments. Quels sont les sédiments que l'on voit en surface? On va prendre des photos, c'est le cas ici. On va faire aussi des scans, un peu comme une radio, c'est une radiographie RX, parce que finalement, il y a des structures sédimentaires. Là, par exemple, vous voyez des sortes de laminations qu'à l'œil nu, très difficilement perceptibles, mais qu'un scan RX permet de mettre en évidence. Donc là, par exemple, un scan RX permettrait de voir qu'un énorme terrier, par exemple, est visible dans les sédiments, ce qui serait absolument pas souhaitable pour faire des études étape après étape en échantillonnant les sédiments proprement. Si on a un terrier avec un organisme ici qui nous ramène du sédiment de haut en bas et de bas en haut, ça risque de remanier un petit peu le sédiment et de nous perturber le message qu'on va raconter à la fin.
Donc ça, c'est du non destructif, de la photo, ça c'est du scanner X, et puis ça c'est le type de représentation qui nous est demandé pour les articles, c'est ce qu'on appelle des logs. Donc on représente de manière schématique les unités sédimentaires que l'on a décrites. Alors ça c'est du non destructif, et puis ensuite on attaque, il faut bien attaquer le sédiment. Donc là on attaque, on échantillonne, chaque petite section est cotée en centimètres, et puis chacun de ces sédiments va suivre tout un tas d'étapes de séparation, de tamisage pour récupérer différentes fractions d'intérêt avec des tamis de différentes tailles, comme on voit ici. Et ce, pour faire tout un tas de manips. Alors on a de la chimie sur le sédiment, on peut étudier les minéraux qui composent ce sédiment, on peut faire de la taille de grain, donc de la granulométrie, et puis donc moi pour ma part je suis plus dans la micropaléontologie, donc c'est regarder tout ce qu'on peut observer en termes d'organismes dans ces sédiments, d'organismes fossiles, mais de micro-organismes, donc visibles uniquement au microscope. Alors à partir de tout ça, de ces caractéristiques physiques, chimiques, biologiques, à pouvoir raconter différentes choses. Alors ça c'est là où, du coup, à partir de tout un faisceau d'indices, il va falloir essayer de cette carotte de remonter à ce qu'était l'environnement par le passé. C'est pas toujours évident. Alors quand on travaille sur une coupe, comme celle que je vous ai montrée à Crozon, on peut travailler sur des échelles de temps de plusieurs dizaines, centaines de millions d'années en allant échantillonner non pas des vases mais des roches dures sur le terrain. Et on va faire plutôt de la paléogéographie, de la paléobiosphère ou du paléoclimat. Quand on dit paléobiosphère, par exemple, c'est regarder l'histoire de la succession des organismes fossilisés dans les strates pour reconstituer l'histoire de la biosphère, mais d'un point de vue évolutif. Alors moi, quand je carotte les vagues, quand je vais carotter, je ne suis pas sur de l'évolution parce que en fait, je suis sur des sédiments meubles et sur des périodes de temps assez récentes. Alors je vous dirai ce que récent veut dire, mais en gros, on ne fait pas de la paléobiosphère, je ne fais pas de l'évolution. Moi, je suis sur des organismes qui existaient déjà il y a 2 millions d'années, existent encore aujourd'hui. Donc on fait ce qu'on appelle plutôt ici de la paléoécologie. Et alors on va regarder au microscope des choses comme ça, là, donc ça nous en parlerait. Donc ça, ce sont des dinoflagellés, ce sont leurs kystes, les dinokystes. Là, ça, c'est des coccolithophoridés, ce sont des foraminifères, ce sont des diatomées, donc tout un tas de micro-organismes dont les enveloppes minéralisées, pour les coccolithophoridés, c'est minéralisé en calcaire, leur enveloppe, pour les foraminifères, c'est du calcaire. Donc finalement, ce sont tous des protistes dont il ne nous reste que l'enveloppe minérale à la fin dans le sédiment. Les diatomées, c'est un frustule, c'est une enveloppe siliceuse. Et puis les dinokystes, c'est une membrane organique, mais alors ultra résistante. Et alors, là j'ai mis une petite photo faite de la science aussi, parce que les foraminifères, typiquement, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en évidence et à montrer aux enfants, pas forcément avec un microscope optique où on grossit 400, 600 ou 1000 fois, mais juste avec une loupe binoculaire. Les foraminifères sont très faciles à observer. Alors, je termine ma boucle, j'en arrive à ce qu'elle voulait dire, la palynologie. Donc, dans le domaine de la sédimentologie, on va chercher à faire de l'étude des paléo-environnements, des environnements passés. Je vous ai dit que je travaillais plutôt en micropaléontologie et même plus encore en palynologie. Alors, en palynologie, quand on pense à palynologie, on se dit palynologie pollen. Bon, mais pas que, en fait. Alors là, vous avez une photo colorée avec... artificiellement colorée, vous avez tout un tas de grains de pollen qui sont représentés. Mais la palynologie, étymologiquement, ça n'est pas pollen, ça vient du grec palé, qui veut dire farine, poussière, répandre en fait tout un tas de choses dans l'atmosphère ou par les rivières, etc. Et en fait, quand on parle de palynologie, on parle de tous les micro-restes organiques qui restent dans un sédiment et qui ne sont pas détruits par les agents oxydants, par la minéralisation, etc. Donc la palynologie, c'est très large, ça regroupe tout un tas de choses qui sont organiques. Ça, c'est ce qu'on garde, c'est-à-dire par exemple les foraminifères, c'est pas de la palynologie. Les diatomées, c'est pas de la palynologie. Les pollens, évidemment, c'en est. Les dinokystes, dont je vous parlais précédemment, c'est organique, c'est de la palynologie. Alors, on se retrouve avec ce bassin ici, sédimentaire, qui a été carotté, la carotte qui est échantillonnée. Et puis là va commencer le travail en laboratoire. On prend le sédiment et on lui fait subir tout un tas d'attaques acides. Alors ça, c'est notre laboratoire à l'IUM, où on fait
tout ce qui est manip de chimie sur le sédiment, parce que le sédiment, ce n'est pas que des grains de pollen, c'est, comme je vous disais précédemment, des argiles, mais il y a aussi des foraminifères, il y a aussi des diatomées, c'est aussi parfois des sables fins, c'est tout un ensemble de choses, mais nous, en palynologie, on ne veut regarder à la fin que les pollens qui sont contenus dans cette base. Alors il va falloir séparer de ce sédiment tout ce qui ne nous intéresse pas. Donc on fait des attaques, on attaque à l'acide chlorhydrique. Ça va, c'est gentil, ça fait effervescence, ça dissout tout ce qui est calcaire. L'acide chlorhydrique, il est méchant, lui. L'acide chlorhydrique à 40-70%, c'est un acide qu'on utilise avec beaucoup de précautions, qui dissout tout ce qui est siliceux biogénique ou siliceux détritique. Et à la fin, une fois qu'on s'est séparé de tout ce qui était carbonaté et siliceux, il nous reste la fraction organique qu'on va regarder au microscope. Donc ça veut dire qu'avant de regarder ces bestioles, il y a quand même tout un travail de préparation avant d'arriver à les observer, et c'est assez long. Les étapes là, ici, que je liste juste en 2 mots, c'est tout un protocole sur 2 pages qui se fait pendant une semaine, et c'est assez fastidieux. Mais à la fin, une fois qu'on a fait ces attaques chimiques, on arrivera à voir toutes ces choses-là qui relèvent de la palynologie. Donc là, ça c'est un dinokyste, vu au microscope optique. Ça c'est un grain de pollen, alors ça qui fait partie de la famille des Chenopodiacées. Donc là, les Chenopodiacées, c'est typiquement toutes les plantes de chore, par exemple la soude, la salicorne, ça fait partie des Chenopodiacées, à partir de la famille des Chenopodiacées. Là ici, ça c'est une basale de foraminifères, et puis ici vous avez une microalgue d'eau douce. Tout ça, c'est organique et c'est observable au microscope, donc ça relève de la palynologie. Alors, observer au microscope, là, comme on voit, donc ça, c'est notre salle de microscopie. Hein, donc après, on compte, et puis on compte, bien sûr, séparément, tout ce qui est continental et tout ce qui est marin. Le dinokyste, lui, c'est les dinoflagellés, dont vous avez peut-être entendu parler. Mais les dinoflagellés, ce sont des protistes aquatiques, et ici, les pollens nous proviennent du continent. Ça veut dire que dans notre carotte, là, on a des choses qui sont décantées directement de ce qui est produit dans l'eau, et on a des choses qui nous parviennent du continent. Donc, à partir d'une lame observée au microscope, on a 2 informations à partir d'une même lame, ce qui s'est passé dans l'eau, ce qui s'est passé à terre. Ça, c'est assez pratique, une même manie, 2 informations sur 2 compartiments différents. Alors les pollens, je ne vais pas rester très longtemps pour vous dire ce que sont les palynomorphes continentaux. Alors palynomorphe, c'est tout ce qui a une forme de quelque chose qui s'apparente à la palynologie. Bon, donc les palynomorphes, on appelle ça comme ça, c'est tout ce qu'on observe au microscope après le protocole de palynologie. Donc les palynomorphes continentaux, les pollens. Bon, vous connaissez les pollens, les enveloppes protectrices, des angiospermes, des gamètes mâles, des angiospermes et des gynospermes. Mais ils vont nous aider à reconstruire ces grains de pollen, les paléopaysages. Donc les paysages du passé à partir des pollens fossilisés. Et puis, alors comment est-ce qu'on procède? On est au microscope, et comme on a un comptage qui est très limité, on s'est compté jusqu'à 300, donc à 300 on s'arrête. On compte jusqu'à 300 pollens, et une fois qu'on a compté 300 grains de pollen, on fait des pourcentages de chacun des taxons différents qui ont été identifiés par rapport au total de pollen dénombrés. Voilà. Donc on appelle ça des assemblages. Pourquoi est-ce qu'on en compte 300? Parce qu'on estime que sur une lame, quand on en a compté 300, on a une image satisfaisante et correcte, statistiquement robuste, de ce qu'on doit observer dans le sédiment. Ça, c'est de nombreuses études antérieures qui l'ont mis en évidence. Et puis les dinokystes. Alors les dinokystes, moi, c'est ceux que je préfère. C'est ceux sur lesquels j'ai commencé à travailler, alors c'est mes préférés. Et alors les dinokystes, bon, alors ça c'est un peu plus compliqué, parce que les dinokystes, eux, alors il faut partir des dinoflagellés. Alors les dinoflagellés, je ne sais pas trop si vous connaissez les dinoflagellés ou pas, mais bon, généralement on en entend parler surtout à travers les espèces productrices de toxines qui souvent amènent à lever des interdictions de consommation de différents mollusques filtreurs. Donc les dinoflagellés, ce sont des formes végétatives ici mobiles, avec 2 flagelles, un longitudinal, un transversal. Et alors ils ont un cycle de vie, je ne sais pas si vous comprenez mon schéma, il est très compliqué, mais il est très simple en fait celui-ci. Et leur cycle de vie est en fait très obscur. Mais si on devait résumer le cycle de vie, on a en gros 2 stratégies, une reproduction asexuée, où juste une algue se divise en 2, c'est la mitose, c'est le cycle asexué,
ou alors on peut avoir un cycle de reproduction sexuée qui va mener à la formation d'un kyste, et ce kyste, il se fossilise. Lui, il ne se fossilise pas, c'est de la cellulose. La cellulose, à la fin, dans le sédiment, il n'en reste plus rien. Alors pour les dinoflagellés, c'est 2400 environ espèces connues. C'est un grand pool taxonomique, bien sûr, qui est représenté par ces algues. Donc des protistes, je vous ai dit, aquatiques. Certains sont associés à des blooms algaires toxiques, donc c'est ça aussi la grande préoccupation sociétale. Et puis, il y en a un qui est assez connu sur la façade atlantique française, c'est lui, l'Angulodinium polyhedra, qui est connu pour non seulement des phénomènes de marée rouge, de manière plus rigolote des phénomènes de bioluminescence la nuit, mais de manière moins rigolote pour des problèmes de toxicité aussi, et ce de plus en plus là, depuis quelques années. Alors, je vous ai dit, il y a 2 cycles de reproduction, un asexué, un sexué. Et nous, les kystes, dans les sédiments, ceux qu'on va fossiliser, c'est que ceux qui seront, enfin, ce sont que les dinoflagellés qui seront passés par un cycle de reproduction sexuée. Donc ça veut dire qu'à travers nos dinokystes, on n'a pas toute l'antériorité de ce qui s'est passé au niveau des dinoflagellés. Et je vous dirais, moi, quelque part, je vous ai dit qu'il y avait 2400 espèces à connaître en taxonomie, c'est l'horreur. Heureusement, des kystes, on en a entre 50 et 70 à reconnaître. C'est plus raisonnable, sinon j'aurais pas travaillé sur les dinokystes. Donc, les dinokystes fossilisés, ici vous avez l'Angulodinium polyhedra qui est une forme végétative, c'est l'équivalent de ça. Et pour ce dinoflagellé, eh ben, le kyste qui est produit par la reproduction asexuée, c'est lui, il s'appelle l'Angulodinium macaerophorum, et ils ont toujours des noms barbares parce que c'est plus sympa aussi pour la prononciation, pour l'articulation. Tous les dinokystes ont des petits noms un petit peu longs, mais je ne vais pas vous assommer des noms à profusion dans ma présentation, juste retenir que les dinoflagellés, ce sont des formes mobiles et que les dinokystes, ce sont des formes de résistance. Des formes de résistance qui dorment dans les sédiments et puis qui, parfois, quand les conditions sont favorables, se réveillent et alors une petite porte qu'on appelle l'archéopyle, qu'on ne voit pas ici, mais s'ouvre, là on le voit ici, et un nouveau dinoflagellé repart coloniser les autres surfaces. Ça, c'est le grand cycle des dinoflagellés avec tout un tas de stratégies de reproduction qui restent encore très étudiées et très peu compris pour beaucoup d'espèces. Donc ça, c'est ce qu'on voit au microscope, un dinokyste, un autre, je ne vous donne pas tous leurs noms, ils sont aussi barbares que le premier que je vous ai cité tout à l'heure. Et si on considère ces dinokystes résistants, c'est environ 15% des dinoflagellés dont je vous parlais initialement, là, parmi les 2400, qui produisent des kystes dits résistants qui vont se retrouver dans les sédiments. Mais alors, ceci dit, quand je dis résistants, ils sont très très résistants. Rappelez-vous mon échelle des temps géologiques, les premiers dinokystes, et donc du coup pour l'instant c'est ce qu'on en déduit les premiers dinoflagellés, c'est depuis le Trias. Ça veut dire qu'on retrouve des dinokystes dans des roches sédimentaires indurées, là pour le coup, à l'état meuble. Donc du Trias, on est sur des affleurements sédimentaires indurés qui datent de 150 millions d'années. Donc quand je dis très résistant, c'est très très résistant. C'est comme les pollens et les spores, c'est extrêmement résistant, si bien qu'on peut faire de la paléovégétation au Crétacé des angiospermes ou au Paléozoïque pour les spores. C'est très très résistant. Donc pour les dinokystes, qu'est-ce qu'on fait pour les dinokystes? C'est pareil, on s'est compté, c'est comme pour les pollens, on s'est compté jusqu'à 300. Donc on compte jusqu'à 300 dans une grille de comptage différente puisqu'ils n'ont rien à voir, on ne mélange pas quand même les chaussettes là, et puis les culottes là. Donc du coup, 300 individus comptés à part et on fait des pourcentages de chacun des taxons identifiés par rapport au total d'individus comptés. C'est le principe, et ce qui est top, encore une fois, c'est que sur un sédiment, on va avoir sur un même sédiment une information d'ordre continental, paléovégétation, et une information d'ordre aquatique sur les autres surfaces. C'est assez rare. Généralement, chacun des outils déployés sur les carottes délivre une information sur l'un ou l'autre des compartiments, mais là, sur un même sédiment, les deux informations combinées. On revient en rade de Brest alors. Appliquons du coup la palynologie à la rade de Brest et aux sédiments carottés en rade de Brest. Des études assez récentes, je dirais
les années à peu près qui correspondent aux différents travaux qui ont été faits, mais ça date en gros, c'est sur les derniers 5 à 10 ans. Donc la rade de Brest, déjà très vite, c'est un site d'observation qui est très important. Là, vous avez un périmètre ici qui en vert représente la partie bassin versant de la rade, c'est-à-dire le bassin versant de l'Élorne et le bassin versant de l'Olme. Et puis par ailleurs, vous avez aussi en vert ici le périmètre de la mer d'Iroise qui fait partie aussi d'une entité que l'on appelle la zone atelier Brest-Iroise. Alors la zone atelier Brest-Iroise, c'est des labels du CNRS. C'est en gros une entité territoriale sur laquelle les chercheurs, la science participative, les acteurs du territoire, les pêcheurs, les associations, tout le monde travaille de concert pour différentes thématiques, différents axes de recherche. Et bien sûr, c'est la rade de Brest, ses bassins versants, les Lazabris. Ce territoire de la zone atelier Brest-Iroise comprend aussi la rade et la qualité des eaux de la rade, dépendante de la qualité des pratiques sur les bassins versants. Et puis, du coup, c'est vaste, vous avez de vastes éco-régions, vous avez toute une dynamique d'hydrosystèmes côtiers qui vont depuis les archipels, de l'archipel de Molène ici, vous partez de Molène avec Ouessant ici, les archipels, les fleuves aidés, les systèmes fluviatiles, les forêts de laminaires en Iroise, etc. Donc alors je ne vais pas insister sur cette carte, mais pour vous dire qu'il y a tout un tas de points, d'étoiles, de ronds, de carrés, etc. Parce qu'il y a à la fois des études sur la qualité de l'eau, sur les suivis de la faune, de la végétation, sur les suivis géomorphologiques par rapport au risque d'érosion, submersion, météorologique, etc., etc. Donc un suivi instrumental qui, depuis les années 90, fin des années 90 avec la naissance de l'IUM, a pris un essor considérable. Alors la rade de Brest, 180 km² en surface, un linéaire côtier qui représente 200 km, et puis je vous ai dit deux bassins versants, celui de l'Élorne ici. Bon, là ici vous avez plusieurs sous-entités qui ont été dégagées, mais principalement c'est le bassin versant de l'Élorne et de l'Olne, qui est largement plus grand, celui de l'Olne, et qui représente en eau douce 2/3 des apports en eau douce dans la rade. Et donc, du coup, une part conséquente aussi des sédiments détritiques qui sont transmis dans la rade de Brest. Donc, on peut faire, à partir de la rade de Brest, une étude environnement, homme, climat. Le climat, on y a accès par différentes informations, qu'elles soient dans les sédiments ou données environnementales sur la période récente. L'homme et ses pratiques, que ce soit par les données archéologiques, que ce soit par les données historiques, ou que ce soit par différentes informations, différentes sources d'archives. Et puis, l'environnement, par le biais des sédiments, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis d'ailleurs, ça devient une préoccupation assez importante, ça, de comprendre, alors c'est écrit en anglais, mais comprendre rigoureusement aujourd'hui ces réponses sociétales au changement climatique, quels ont été l'impact des sociétés sur les changements d'environnement. Oui, clairement les sociétés ont impacté les environnements, mais aussi quels sont les liens des changements climatiques et environnementaux sur les sociétés. En fait, tout est un tas d'interactions et de rétroactions permanentes, et ce, depuis plusieurs milliers d'années. Donc ce sont des recherches qui, environnement, homme-climat, ne peuvent être que interdisciplinaires. On n'est pas spécialiste de tout, on travaille ensemble. Donc chacun a ses domaines de compétences. Moi, quand je travaille sur les derniers 10 000 ans en rade de Brest, j'ai besoin des archéologues et je n'ai pas la connaissance théorique et fondamentale des archéologues, mais petit à petit, chacun apprend à manipuler aussi des éléments de langage qui sont très différents. C'est pas toujours évident de parler les uns les autres, on ne se comprend pas. Donc on fait de notre mieux. Mais voilà, des recherches interdisciplinaires par essence, c'est ce qu'on va tous bien sûr faire aujourd'hui. Et puis bien sûr, je ne peux pas parler de changement climatique sans ramener aujourd'hui la frise 1900 à ici 2019 pour la fin, mais à l'évolution des températures. Bon, vous savez, il y a de la variabilité annuelle, interannuelle, pluridécadale. Le climat n'est qu'un ensemble de cycles avec différentes cyclicités. Moi, je travaille même sur les cyclicités sur 10 000 ans, sur 100 000 ans, sur 1 million d'années. Mais évidemment, ce qui interpelle aujourd'hui, c'est depuis 1900, ces anomalies de température récurrentes. Donc là, ici, on est sur l'évolution des températures à moyenne annuelle en France. Donc on est sur en fait une
moyenne qui est généralement la moyenne qui est toujours prise, souvent prise sur 60-90. Donc on prend une moyenne thermique de 60-90 et ensuite on parle en anomalie positive ou négative par rapport à cette moyenne. Donc ici, vous voyez bien qu'on est en augmentation des températures et puis sans parler des concentrations de gaz à effet de serre, mais le CO2, on en parle, c'est pas que le CO2, c'est le protoxyde d'azote, c'est le méthane, etc. Le CO2, ici, on démarre déjà en 84 assez élevé. Les taux de CO2 pré-industriels, pré-1850-1900, c'est 280 ppm. En 2022, on devrait être autour de 420 ppm, ça veut dire qu'on est sur un plus 50% par rapport au niveau pré-industriel. Alors, tout ça, forcément, ça amène à se poser des questions sur comment ces évolutions vont perturber nos socio-écosystèmes. Quand on dit socio-écosystèmes, c'est qu'on fait partie de ces écosystèmes-là et on interagit avec eux et on a plutôt intérêt à connaître l'histoire passée, voir comment ils ont évolué pour pouvoir modéliser leur devenir. Alors en plus, à Brest, en plus de ces données climatiques qui sont très récentes, là je vous montre, c'est des suivis, bien sûr, ce n'est pas des données sédimentaires. À Brest, au port de Brest, vous avez le plus vieux marégraphe. Alors marégraphe, ici, on remonte à 1807, ici, sur cette frise. Mais si on veut remonter aux premières mesures qui ont été faites par Laïre Picard, si je ne dis pas de bêtises, des astronomes français, on remonte à 1679 dans les premiers suivis marégraphiques qui ont été faits à Brest. Et le CHOM, donc le service hydrographique de la marine, a instrumenté à Brest un marégraphe automatisé à partir de 1846. Donc on a eu des séries, c'est la série la plus longue et une série référente aussi au niveau international et qui permet en tout cas de démontrer qu'on a une évolution de 30 cm du niveau marin sur 300 ans, avec au moins 20 cm attribués à cette remontée de niveau marin depuis 1900. Et ce qui est intéressant, parce que c'est souvent critiqué, finalement quelques millimètres par an, on va retenir quand même cette valeur de 3,4 mm par an qui représente le taux du relèvement du niveau marin actuel. On va retenir ça et puis je reviendrai dessus par la suite parce que je vais vous parler des sédiments. On est dans un environnement macrotidal, on a des marnages, des amplitudes de marée qui vont depuis 0,25 mètres dans les plus basses marées astronomiques à environ 8 mètres pour les plus hautes marées astronomiques. Un marnage assez conséquent, donc on est en régime macrotidal. Et puis du coup, ça c'est aujourd'hui. Et puis, parlons de l'Holocène. Alors l'Holocène, c'est quoi l'Holocène? Puisqu'on veut parler des sédiments en rade de Brest, on va parler d'une période de temps couverte par les sédiments de la rade. L'Holocène, c'est notre période interglaciaire. Alors, je ne vous cache pas, nous sommes en période interglaciaire, mais géologiquement parlant, nous sommes en période glaciaire. Étonnamment, nous sommes en période glaciaire parce que nous avons deux calottes sur chacun des deux pôles, et une période glaciaire géologiquement ponctuée par des cycles glaciaires interglaciaires. Et dans cette cyclicité-là, nous sommes en interglaciaire. Le climat, c'est pas simple. Et puis c'est tellement pas simple que des fois, on a un peu du mal aussi à communiquer dessus finalement. Et même pour les étudiants, quand on passe du temps à décrire le climat, on se rend compte que ce n'est pas si évident de comprendre les mécanismes et les forçages qui impliquent les variations du climat sur des échelles de temps très longues. Cette courbe-là, alors je l'adore en courbe, 0 aujourd'hui, et là vous êtes à 500 millions d'années. Par ailleurs, vous avez des acronymes, du coup c'est pas terrible, parce qu'encore faut-il connaître ces périodes géologiques, mais là on est au Cambrien, c'est le début de l'ère primaire. Là vous êtes au Permien, c'est la fin de l'ère primaire, ça c'est le Trias, ça c'est le Crétacé. Vous avez des distorsions temporelles. En gros, ce qui a été fait ici, c'est qu'il y a un composite qui a été fait à partir de mesures ici qui représentent la variation du climat de la Terre au cours du temps. On vous a fait un composite à partir des meilleures séries les plus résolues qui existent sur chaque pas de temps considéré. Donc si on travaille sur les 20 000 ans, on a des superbes archives glaciologiques à Northgate. Si on veut travailler sur le Pléistocène, c'est-à-dire les glaciations, les cycles de glaciation interglaciaire, glaciaire, interglaciaire, glaciaire du Quaternaire, le mieux c'est d'aller regarder dans les sédiments marins. On a accès dans les sédiments marins, en fait, par des mesures isotopiques aux variations du niveau marin qui permettent de refléter ces pulses glaciaires interglaciaires.
Après, si on veut remonter sur le Pliocène et puis aller plus loin, il va falloir qu'on aille dans des archives terrestres. On va quitter parfois, alors, pour le Cénozoïque, hein, jusqu'au Pliocène, on peut aller dans le marin. Mais petit à petit, et puis surtout ici, il va falloir aller sur des affleurements à terre, et puis petit à petit, là, on va perdre la résolution, et puis les incertitudes sur les reconstructions climatiques vont être de plus en plus importantes. Alors, ce qu'on va retenir, c'est qu'ici, c'est la moyenne 60-90 qui fait référence, et qu'on est en anomalie de température positive ou négative par rapport à la moyenne 60-90. Donc l'Holocène, c'est quoi? C'est notre interglaciaire, c'est ce plateau ici, qui correspond à notre période interglaciaire depuis 11 700 ans. Depuis 11 700 ans, nous sommes en interglaciaire. Avant, nous étions en glaciaire. Donc, on a connu ce qui s'appelle une grande déglaciation. Et cette déglaciation a pris fin avec le début de notre interglaciaire. Bon, ça, c'est le nôtre. Mais il y en avait eu un avant, et puis un encore avant, et puis un encore avant, etc. Le dernier interglaciaire que nous ayons connu avant l'Holocène, ça s'appelait l'Éémien, dernier interglaciaire avant le nôtre. Alors l'Holocène, et puis si j'englobe l'Holocène plus le Pléistocène, là j'ai tout le Quaternaire. Et vous voyez que le Quaternaire, en termes de climat, on est plutôt sous un climat froid. Donc j'ai dit finalement, à l'échelle des temps géologiques, nous sommes dans un système quaternaire glaciaire avec des calottes et une pulsation du volume des calottes qui est régie par les paramètres orbitaux. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais avant 2,6 millions, qui marque le début du quaternaire, et ces grandes pulsations, nous étions dans un climat dit effet serre, où le climat était bien supérieur à l'actuel. L'exemple emblématique, c'est le Crétacé, période la plus chaude ici de toute la série climatique qui vous est représentée. Je quitte le Paléozoïque qui est un peu ambigu avec des incertitudes qui sont très importantes. Donc aujourd'hui, on oscille entre ça et ça, ça et ça, ça et ça. Hop, nous, aujourd'hui, nous sommes ici, en période interglaciaire, avec l'innansis groenlandais qui prenait quelques proportions plus importantes en période glaciaire précédemment. Donc tout ça, c'est régi par les paramètres orbitaux, je ne vais pas passer mon temps là-dessus. Et puis, je fais un zoom ici sur les derniers 6 millions d'années, j'englobe ce qui s'appelle le Pliocène. Pourquoi? Pour vous montrer une courbe, attention, je vous en montrerai pas d'autres des comme ça. Elle est pas mal. J'ai l'impression que c'est artefacté, mais en fait non, c'est pas artefacté, et puis on peut faire des très belles analyses spectrales dessus. Alors en fait, si je reviens en arrière, là ici, vous avez une série, il ne veut pas revenir en arrière. Il en a marre de ce que je raconte. Là, depuis 6 millions d'années, vous prenez cette évolution jusqu'à l'Holocène avec des distorsions temporelles. Là, je vais vous montrer une série sur 6 millions d'années sans distorsion temporelle. Donc vous êtes en échelle linéaire depuis 6 millions d'années. Le zéro, là, il est à gauche cette fois-ci. Donc là, on voit tous les cycles glaciaires, interglaciaires dont je vous parlais précédemment, qui sont des cycles récurrents de 40 000 ans au début et de 100 000 ans après. Donc tous les 100 000 ans, on entre en période glaciaire. Bon, la prochaine période glaciaire, on a du mal encore à savoir quand est-ce qu'elle sera. Hein, c'est tout compliqué. Mais en tout cas, des cycles de 100 000 ans, si on veut regarder la cyclicité, la récurrence de ces pulsations, on est aujourd'hui sur des cycles de 100 000 ans. Il y a une centaine de cycles glaciaires, interglaciaires sur le quaternaire. Alors revenons à notre niveau marin. Rade de Brest, marégraphe. Celui-là, ouf, il est plus simple. Finalement, quand on revient là, on est presque rassuré. On comprend mieux là l'évolution, là c'est plus lisible. Relèvement du niveau marin de 3,4 mm par an. Un collègue de l'IFREMER et d'autres collègues ont calculé le relèvement du niveau marin en rade de Brest, sur le pourtour des côtes bretonnes et en rade de Brest. Vous avez ici, donc ce collègue c'est Jérôme Gosselin, hein, qui a publié ici la courbe du relèvement du niveau marin, non pas sur tout l'Holocène, depuis 8000 ans. Donc là, vous commencez à 8000 ans et vous arrivez aujourd'hui. Donc on lit le zéro, là, cette fois-ci, sur la droite. Sur la droite, sur la gauche. Désolée. Qu'est-ce qu'on remarque? Vous regardez la courbe là, du relèvement du niveau marin. Bah, si on fait le calcul de la vitesse du relèvement du niveau marin entre 8000 et 7000 ans, vous êtes sur des taux de relèvement du niveau marin qui sont de l'ordre de 4 mm par an. Si vous faites la pente
du relèvement du niveau marin entre 5000 et 1000 ans BP, vous êtes autour de 1 mm par an. On refait l'histoire. 8000 ans n'est pas tout à fait au début de notre interglaciaire. Il a déjà été entamé puisqu'il avait commencé il y a 11 700 ans. Il y a eu la déglaciation qui a fondu tous les inland 6. Évidemment, le niveau marin a relevé. La vitesse de relèvement du niveau marin pendant la déglaciation, c'est plusieurs centimètres par an. Quand on est au début de notre interglaciaire, de 11 700 ans jusqu'à 7000 ans ici, on a encore un relèvement du niveau marin rapide, parce que même si on est au début de notre interglaciaire, il reste encore quelques résidus glaciaires, et notamment sur le continent nord-américain. Le relèvement du niveau marin est encore rapide, il est de l'ordre de 4 mm par an. Ce n'est qu'à partir de 6000 ans que le niveau marin se stabilise pour atteindre un taux moyen du millimètre par an. Donc en fait, tous les systèmes côtiers actuels que l'on connaît commencent à alluvionner et à se stabiliser à partir de 6000 ans, en gros. Donc si on remet notre valeur de 3,4 mm et qu'on a un doute sur le fait que ce soit une évolution naturelle ou pas, ce relèvement ici, que certains disent non, etc., 3,4 mm par an, c'est rien au regard du marnage, au regard de ci, au regard de ça, il faut se remettre les ordres de grandeur du relèvement du niveau marin relatif, qui liste tous les effets qui peuvent être liés au vent, aux effets de marée, etc. Et on voit qu'on finalement, on quadruple bientôt, et on revient à des taux de relèvement du niveau marin qui sont ceux, finalement, du début de notre interglaciaire. Alors ça, ces résultats-là, c'est à partir de sédiments qui sont de sédiments datés et côté NGF pour savoir quelle était l'altitude de ces sédiments, par exemple tourbeux à une époque donnée. Alors la rade de Brest, du coup, il y a 10 000 ans, le niveau marin il était 25 mètres plus bas. Donc il y a 10 000 ans, vous baissez le niveau marin de 25 mètres et vous avez une grande vallée fluviatile. Une grande vallée fluviatile ici, et puis toutes les zones ici, ce sont les zones émergées. Et puis on avance le temps. Et puis on va se retrouver à 9000 ans. 9000 ans, tout ce que vous avez ici en bleu, c'est tout ce qui est subtidal, donc c'est tout le temps sous l'eau, quel que soit les coefficients de marée, quel que soit le relèvement, enfin quel que soit le marnage. Donc là, vous êtes en subtidal en bleu, et en vert, vous avez toutes les zones intertidales, donc toutes les zones qui découvrent en fonction des marées. On arrive à 7000 ans BP ici, le niveau marin relève, quelques zones intertidales encore ici en périphérie, et puis aujourd'hui c'est une baie subtidale telle qu'on la connaît. Ok, donc ça c'est l'histoire du relèvement du niveau marin en rade de Brest. Mais ça veut dire que si je vais carotter en rade, je ne peux accéder qu'à des sédiments qui se sont déposés au fur et à mesure de l'ennoiement de la rade, puisque je suis sur un bassin sédimentaire. Donc je ne pourrais pas avoir de sédiments qui datent avant ça, puisqu'avant ça, il n'y en a pas, on est émergé. Et avant ça, même non seulement on est émergé, mais on érode. Donc ça veut dire qu'il y a eu des dépôts qui se sont faits en rade de Brest, mais pendant l'interglaciaire d'avant, et pendant toute la période glaciaire qui a suivi, tous les sédiments de l'Hénien ont été érodés. Et donc du coup, on redépose les sédiments holocènes et on n'accédera que à l'holocène. Bon, ça limite en temps par rapport à l'échelle géologique que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire que sous l'eau, on ne pourra pas tout raconter. On pourra raconter qu'à partir du moment où les sédiments sont accessibles. Donc on passe ici de moins 35 mètres à une baie qui aujourd'hui, en gros, il faut se dire qu'on est à moins d'une dizaine de mètres pour les 2/3 de la surface de la rade. Donc c'est une baie assez peu profonde, avec des paléochenaux, là que je vais vous montrer par une magnifique image bathymétrique. Donc ça a été acquis très récemment, c'est par les moyens, les levées géophysiques qui sont faits en rade. Vous avez une carte de la bathymétrie, donc de la profondeur d'eau en rade, mais qui est très très résolue, si bien que vous pouvez voir ici toute cette ancienne vallée fluviatile, ici, et puis là je vous parlais de bassin, ça c'est les Lornes, donc ça c'est les Lornes ici, puis ici c'est l'Olme. Vous avez toutes ces anciennes vallées fluviatiles là qui sont très très visibles, qui ont, en gros on est autour de 15 mètres de profondeur ici au max, et 30 mètres de profondeur au max ici, et les deux paléo-vallées fluviatiles convergent ici au niveau du Goulet. Le Goulet de Brest, on est autour d'une 50aine de mètres de profondeur.
Donc ça, c'est finalement l'héritage de cette incision qui s'est faite. Alors, elle ne s'est pas faite n'importe où, je vous ai mon carte géologique. Elle ne s'est pas faite n'importe où. Tout ce qui est marron ici, ce sont des roches sédimentaires. Évidemment, on va plutôt inciser et rôder dans des formations sédimentaires. Alors la Bretagne, on a plutôt tendance à la connaître par le granit. Il n'y a pas que du granit en Bretagne. Il y a aussi des roches sédimentaires et la presqu'île de Crozon n'est quasi que sédimentaire, de même que ici cette presqu'île qui est la presqu'île de Plougastel-Daoulas. Donc bien sûr, c'est ici, dans ces formations sédimentaires, que ces vallées ont incisé profondément au fur et à mesure de l'histoire des cycles glaciaires, interglaciaires dont je vous parlais. Donc ça, c'est une carte très récente acquise par l'IFREMER qui permet de mettre en évidence cette bathymétrie à très très fine échelle. Et puis une autre carte qui a été récemment faite aussi, c'est celle-ci. Alors celle-ci, c'est la distribution des sédiments en rade de Brest avec des couleurs, vous ne pouvez pas lire la légende, je vous le dis globalement. Tout ce qui est jaune, rouge, orangé, ce sont des sables et des graviers, des sédiments très grossiers. Et tout ce qui est bleu, ce sont des sédiments vaseux. Alors pourquoi est-ce qu'on a des sédiments vaseux ici, des sédiments vaseux dans les baies ici et aux embouchures? Bon, ici, vous avez la rivière de Daoulas. Ici, aux embouchures de l'Aulne et dans les baies. Et pourquoi est-ce que vous avez des sédiments jaunes? Tout ça, c'est sable grossier, gravier. Tout simplement parce que le courant, où est-ce qu'il est le plus fort? Il est le plus fort ici, dans l'axe du goulet. On a des courants qui atteignent le mètre par seconde. Là, vous avez la carte des courants. Donc, vous avez des courants qui sont très forts dans l'axe du goulet et forts également dans l'axe des paléo-vallées. Donc, comme le courant est fort, là où le courant est fort, les sédiments ne se déposent pas. Les sédiments, ils se déposent là où l'énergie décroît, donc au niveau des baies et des embouchures. Alors, où est-ce qu'on va les carotter? On ne va pas les carotter là parce que sinon on bousille le carotier, on le plie, donc on ne va pas les carotter là. On peut aller faire, ce qui a permis de faire cette carte, c'est des prélèvements à la benne pour savoir ce qu'il y a au fond. On ne va pas les carotter, des carottages longs dans des sédiments graveux, ça n'a aucun intérêt. Donc on va les carotter dans les embouchures, dans les sédiments fins, en périphérie des endroits où le courant est le plus fort. Alors c'est ce qu'on a fait, plein de carottes. C'est ce qu'on a fait. Je regarde l'heure, parce que sinon vous allez rester jusqu'à 20h. Vous allez rester jusqu'à 20h. Donc on a fait ça, on a carotté au port de Brest, on a carotté en baie de Roscanvel, on a carotté au sud de Plougastel, on a carotté à l'embouchure de l'Aulne. Et puis on a dressé, je vous montre là très vite, une chronologie. Alors cette chronologie elle existe, mais une chronologie des dépôts à partir des pollens sur une époque qui va aller de 6000 ans, alors je vais le placer ici, de 6000, 7000 ans d'épée à aujourd'hui. Donc aujourd'hui à gauche, 7000 ans ici, on est sur l'Holocène moyen supérieur, ça c'est des subdivisions qui sont héritées de subdivisions climatiques dont je n'ai pas le temps de parler, mais au-dessus, ce que vous reconnaissez, c'est des subdivisions culturelles mésolithiques. L'homme est encore chasseur-cueilleur, on va dire nomade. Le néolithique, c'est la sédentarisation, la pratique de l'élevage et de l'agriculture. L'âge des métaux avec l'âge du bronze, l'âge du fer, c'est des choses qui sont un petit peu plus, qui parlent un petit peu plus. Donc là, vous avez des subdivisions qui sont culturelles et qui sont liées à ce que les archéologues nous commentent. Et puis ici, vous avez des subdivisions climatiques qui sont liées aux paramètres orbitaux. Mais si j'adresse les pollens au milieu en rade, alors qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ça. Alors ça nous donne ça, vous êtes au néolithique, et puis vous avez un taux d'arbres qui est assez conséquent. Quand je dis assez conséquent, c'est qu'il atteint 100%. Donc ça veut dire que néolithique, on parle de sédentarisation et d'ouverture des paysages. Faut un petit peu modérer dans sa tête l'image. C'est des ouvertures de clairières, c'est très... la démographie, pas la même non plus. Donc c'est des petites ouvertures qui sont relativement isolées et qui sont tellement isolées que ça s'imprime très très peu dans les arbres et ça s'imprime quasiment pas dans les poacées. Les poacées, c'est les graminées. Donc finalement, vous voyez que le couvert végétal est encore assez dense et fermé, malgré que les archéologues nous disent si, début néolithique, c'est là. Et oui, pas de souci, mais la végétation, si on regarde le mésolithique avant, le néolithique après, franchement, ça bouge pas des masses. Ça bouge pas des masses. Grande transition, et là où ça va bouger le plus, ça sera à l'âge des métaux. Âge du bronze, là, la forêt va prendre un coup sec à l'âge des métaux.
Alors à l'âge des métaux, on se dit quand même, il y a une petite logique à ce que ce total arbre en pourcentage. On se dit, ça paraît logique, là ils vont devoir faire marcher des fours, des forges, il va y avoir une utilisation massive du bois pour d'autres usages. Juste ici, on est plutôt sur de la coupe pour de l'ouverture. Ici, on est sur de l'utilisation massive pour de l'habitat ou pour tout simplement la fabrique des métaux. Donc on a l'augmentation des POAC, qui en jaune, là ici, qui va suivre cette grande ouverture des paysages, et puis qui va suivre et qui va être amplifiée à l'époque romaine, et puis qui va creuser bizarrement. Je vais vous parler de ce pôle après, et puis qui va rester assez haute par la suite. Je vous laisse le tilleul et l'orme, je vais focaliser que sur les graminées et sur les pollens d'arbres. Alors attention, les pollens d'arbres, c'est pas parce que vous avez 100% ou 50% de pollen d'arbre que vous avez pollen d'arbre dans une lame que vous avez 50% d'arbres sur le paysage. Alors, oui, parce que ça, nous on fait des pollens sur une lame. Alors on a fait l'exercice, évidemment, on voulait savoir qu'est-ce qu'on enregistre aujourd'hui en rade. En rade de Brest, aujourd'hui, en rade de Brest, vous avez en termes de paysage, 2 tiers des paysages qui sont des zones agricoles. Bon, si vous survolez ce coin-là en avion, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. Pas très arboré tout ça. Il y a quelques petits vestiges, quelques petites forêts de ci de là, mais c'est pas énorme. On a fait plein de carottes pour récupérer des sédiments de surface en rade. Et qu'est-ce qu'on a vu dans les sédiments de surface en rade? On a vu qu'aujourd'hui, malgré le fait que les arbres représentent que 11% du paysage dans les bassins versants, et encore 11%, on parle de l'Inde ici avec une estimation un peu haute. On a aujourd'hui dans les sédiments de surface qui sont récents, 57% de pollen d'arbres. Ça veut dire que notre référentiel à nous modernes, c'est 57% égale 11%. 57% de pollen d'arbres dans une lame égale 11% de pollen d'arbres, si vous voulez, dans le paysage. Donc en fait, j'en reviens à mon histoire, ça veut dire qu'au Moyen-Âge, ici, vous voyez que vous avez une cloche, dont je reparlerai par la suite, mais vous avez une diminution qui arrive à 50% ici à la fin du Moyen-Âge. Finalement, nos paysages sont déjà hérités du Moyen-Âge, on était déjà à ce seuil-là, arrivé à la fin du Moyen-Âge. Donc une ouverture bien ancienne et qui correspond à des périodes qui correspondent à celles du Moyen-Âge pour l'ouverture et les paysages tels qu'on les connaît actuellement. Le tilleul et l'orme, sa décroissance ici pendant l'Holocène, c'est purement thermique parce que notre interglaciaire se refroidit, et oui, mais j'ai pas le temps de vous en parler. L'âge du bronze, je vous ai parlé de l'augmentation des POAC et puis de la diminution des pollens d'arbres. Et puis le Moyen-Âge, je vous ai dit que c'est la période où on ouvre les paysages pour les observer tels qu'on les connaît aujourd'hui finalement. Alors, pourquoi il y a une cloche là? Pourquoi finalement on augmente, et puis là on augmente, et puis hop, on a une cloche? Et bien récemment, on vient de commenter ça dans un article, cette reprise ici, cette augmentation massive des pollens d'arbres ici à la fin de l'époque romaine, nous l'avons mis en lien avec une intensification du régime de tempête à la fin de l'époque romaine sur le nord-ouest de la France, intensification du régime de tempête et des précipitations hivernales, transmission davantage du noisetier dans les sédiments d'Arad, parce que ce pic ici, il est expliqué par le noisetier. Le noisetier, c'est comme l'aulne, cette fois-ci l'arbre, Alnus. L'aulne et le noisetier sont davantage transmis par des précipitations hivernales. Et vous avez ici un régime de crue qui a sûrement prévalu pendant plusieurs siècles, au moins 3 voire 4 siècles sur le nord-ouest de l'Europe, qui ont été probablement des conditions complètement critiques pour ces sociétés de la fin de l'époque romaine qui étaient justement en pleine période de crise politique, économique, et qui, hypothèse que nous formulons, dans une période de crise ici, où les archéologues voient très très peu de nouveaux sites occupés à la fin de l'époque romaine sur le nord-ouest de l'Europe. Très très peu. Il y a très peu d'évidence sur cette période-là ici que nous mentionnons. Donc là, on est entre 1400 et 1700 avant aujourd'hui. Très très peu d'évidence archéologique, c'est-à-dire qu'on a une désertion des sites côtiers, départ des sociétés littorales, très très peu de réinstallation sur le nord-ouest de l'Europe à cette période, et que nous mettons ici en face avec une période justement de
recrudescence des tempêtes et du régime de précipitation sur l'Europe du Nord. Je me dis que j'arrive à 1850 et qu'il est 19h03. Alors comme je suis en plein sur une nouvelle partie, j'ose vous demander si je m'arrête ici. Non. Non. Ah non, d'accord. Bon. Alors, je suis contente. Non, mais ça me fait plaisir de vous en parler. Alors du coup, on va quitter l'Holocène et puis là, on va vous... Je vais essayer d'être... Depuis 1850, en rade de Brest, à 1850, on change d'échelle. Là, l'Holocène, on avance un petit peu dans le temps. On avance dans le temps, et puis la rade de Brest, je vous ai dit que, certes, bassin avec des interactions, bassin versant, qualité des eaux très importantes, qui sont très très étudiées, très monitorées. Et puis alors, on bat tous les records en rade de Brest, on est trop fiers. C'est ironique. On a les 3 coexistences d'algues toxiques. On a Dinophysis, alors Dinophysis qui est un dinoflagellé, on a Pseudonychia et on a Alexandrium minutum, on a les 3, on est content. Donc on a les 3 coexistences de co-occurrence de microalgues toxiques, producteurs de toxines diarrhéiques, amnésiantes, paralysantes. Alors c'est super. Donc du coup on se pose la question quand même de ces dysfonctionnements trophiques là, de est-ce que ça ne va pas perturber le réseau trophique quand même malgré tout ça. Enfin, en tout cas nous ça nous empêche bien de consommer tout ce qu'il y a en rade. Il y a tout un tas de problématiques liées à l'agriculture, à la pollution métallique, un peu comme partout, mais en rade, on cumule un peu quand même. Alors, ces trajectoires, depuis quand et puis est-ce qu'elles sont soutenables? La réponse risque d'être malheureusement non. Je vous dévoile un peu la fin, là, je vous spoil l'histoire. On est avec un roté ici en baie d'Aoulas. Donc, on est en baie d'Aoulas, je vous ai dit, ça c'est l'Élande, ça c'est l'Olme, et puis ici la baie d'Aoulas. Alors, pourquoi on est allé carotter ici à l'embouchure de Daoulas? On quitte l'Holocène que sur la période très récente. Là, c'était pour une problématique scientifique qui était vraiment liée à l'héritage des pratiques avant-après Seconde Guerre mondiale, sur les paysages. Donc du coup, ici, on a une carotte à l'embouchure. Pourquoi dans cette baie? Parce que c'est une baie qui détient tous les records en fait, d'observation et de concentration en algues toxiques. Alors, tant qu'à faire, autant aller carotter ici pour remonter l'histoire. Donc on a une carotte, elle n'est pas longue du tout. Elle fait 70 cm de long. Alors là, c'est vraiment de la carotte courte. Mais alors pareil, vous regardez en scan RX, là c'est très très lumineux, il n'y a pas de terrier, il n'y a pas de... C'est pas bioturbé, c'est très propre. Alors moi quand j'ai une carotte comme ça en scan RX, j'ai envie tout de suite d'échantillonner presque de manière millimétrique, tellement c'est beau. Mais on a échantillonné de manière centimétrique, c'était déjà pas mal. 1870 à la base de la carotte, 2013 au sommet. Alors, ce qui est top sur cette période, c'est qu'on peut en plus aller chercher des données instrumentales. Alors, on est allé chercher les précipitations à la station de Rennes. Alors là, à chaque fois, on nous dit pourquoi vous n'êtes pas allé chercher à la station de Guipava? Mais comme vous ne connaissez peut-être pas Guipava, donc vous ne poserez peut-être pas la question. Rennes détient en fait le record du suivi météorologique Guipava, qui est beaucoup plus proche presque, qui est notre aéroport, qui a un observateur météorologique, mais qui permet de remonter moins loin dans le temps avec les mesures. Donc on est allé chercher à Rennes. Nous on est plutôt Brest autour de 1000-1200 mm par an. Bon, vous voyez qu'on bat Rennes en amplitude, mais en timing de pic dans le temps, c'est pareil. C'est en amplitude en termes de quantité de précipitation que Brest est plus. Donc là vous voyez, ça c'est de la donnée météorologique. Et vous voyez que les précipitations, ça a toujours oscillé, c'est des cycles. Et ces cycles ils sont naturels. Ces cycles ils sont naturels, ils sont liés à une dynamique qui s'appelle... Alors, j'ai mis un indice météorologique un peu barbare, là, qui s'appelle l'EAP, mais ce qu'on connaît le mieux, c'est l'oscillation nord-atlantique. Bon, l'oscillation nord-atlantique, c'est un régime de bascule de vent d'ouest, plus au nord ou plus au sud, l'hiver, en fonction de la vigueur de la dépression islandaise et de l'anticyclone des Açores. En gros, l'hiver, quand l'anticyclone des Açores, qui tourne de Bavière au Rhin, est très très fort et que la dépression islandaise est très très forte, le gradient de pression entre les hautes et les basses pressions est déporté vers le haut. Et donc, du coup, on a des vents d'ouest qui sont très forts sur l'Europe du Nord. Et nous, on a un hiver très humide et très tempétueux. Et l'hiver, quand l'anticyclone des Açores s'affaiblit et que la dépression islandaise s'affaiblit, le gradient de pression est moindre et le régime de précipitation est plutôt dirigé vers l'Europe du Sud. Et là, on est content parce que nous, à Brest, il fait sec l'hiver, ça arrive.
Mais il fait froid, parce que du coup on a l'anticyclone de Sibérie qui vient, ça ce sont des bascules météorologiques qui sont liées à des indices qui sont bien connus. Et là, donc, vous voyez les précipitations qui suivent cet indice météorologique, et pas que, mais en grande partie c'est le cas. Ok. Alors forcément avec les données météorologiques on ne remonte pas à 1870. Hein. Ça les carottes peuvent, les données météorologiques instrumentales ne peuvent pas. Nous sur notre carotte, on a un signal qui s'appelle le signal titane-calcium. Titane, c'est détritique, calcium, c'est biogénique. Si on veut en gros avoir une image dans la tête, le titane, le fer, c'est plus lié à ce qui vient du bassin versant. Le calcium, le strontium, c'est plus lié à ce qui est produit dans l'eau. Donc, quand le titane augmente, il y a plus d'apports liés au détritisme de la part des bassins versants. Ben, regardez, titane, calcium est assez stable. 1945, pouf, il prend une petite claque, et puis il va continuer de prendre une claque jusqu'en haut, et puis il va rester haut. Donc ça, qu'est-ce que ça nous indique, cet outil? Ça nous permet de dire que 1945, alors ici, attention, ça c'est de la carotte, donc c'est pas de la donnée instrumentale, nous on fait des modèles d'âge sur les carottes avec des incertitudes. Hein. On a des incertitudes à 1-2 ans sur le positionnement des points, mais bon, la stratigraphie, le modèle d'âge de cette carotte avait été très bien fait. Autour de 1945, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'on a de l'érosion et du ruissellement qui augmentent de manière drastique. 45, mais qui augmentera encore par la suite et qui continuera d'augmenter jusqu'à la fin. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, remembrement, destruction du petit parcellaire, des bocagères, des talus, etc. Plus vous ouvrez vos terrains et plus vous favorisez du ruissellement et du détritisme vers l'exutoire qui est la rade de Brest. Et les pollens? Les pollens, ici vous avez les kénopodiacées, donc ça c'est le plantain maritime, donc tout ce qui est taxon pollinique du shore, et l'alnus. Alors nous en rade on a un problème, c'est qu'alnus c'est le pollen et l'aulne c'est le nom de la rivière. Mais bon, là c'est le pollen d'aulne, donc un pollen d'arbre bordier des cours d'eau. L'aulne c'est très connu comme le sol pour être les arbres des zones humides qui bordent les rivières. Donc ici vous avez un pollen d'arbre, ici vous avez des pollens plutôt d'estran. Ok, on regarde sur la carotte, ici jusqu'à 45 des pourcentages plutôt de plantes d'estran à élever. Passé 45, on a des pollens de bouleau, de frêne, de sol et d'aulne. Alors qu'est-ce qui se passe? En 45, ils n'ont pas planté des aulnés et des saulés partout sur le territoire, hein, ça c'est clair, hein, c'est pas ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, jusqu'à 45, on a un ruissellement moindre. Et donc du coup, en fait, qu'est-ce qu'on enregistre en Bédaoulas? On enregistre la végétation de la vasière, finalement, de l'estran périphérique aussi carotté. À partir de 45, lessivage accru, donc on transporte en Bédaoulas des pollens qui viennent de plus loin, et en l'occurrence des pollens qui sont hérités d'arbres qui sont bordiers des cours d'eau. Donc jusqu'à 45, on a plutôt ici de la végétation qui est tout simplement celle des shores, des estrans qu'on a en périphérie de la Bédaoulas. À partir du moment où on augmente le lessivage des sols, on fait parvenir ici tout un tas de pollen d'arbres. Donc ça, c'est pas du tout du paléopaysage, c'est juste, ça matérialise l'érosion et le ruissellement dont je parlais précédemment. Donc ça veut dire que les pollens, là, ils ne vont pas servir à faire du paysage, ils vont servir à faire de l'érosion. Bon. Et là, on est dans un contexte très particulier. Je vous parlais de nos paysages hérités du Moyen-Âge, mais là, on rajoute une couche avec le remembrement après la Seconde Guerre. Donc je passe sur l'aulne, etc. Alors, on a donc notre ratio titane-calcium, donc le détritisme, et puis là, je vous ai mis deux autres indices météorologiques. Alors les précipitations, j'en ai déjà parlé, hein. Donc précipitation versus ruissellement, ça c'est de la carotte, ça c'est de la donnée météorologique. Et ici, vous avez les températures atmosphériques à Rennes. Vous voyez, même à Rennes, on voit bien ces anomalies positives ici de température depuis 1990 qu'on reconstruit. Moi, je suis allée chercher autre chose, je suis allée chercher aussi les données en nitrate, parce que il se trouve que les gestionnaires des bassins versants de l'Élorne, les gestionnaires du bassin versant de l'Élorne, maintenant ça s'appelle d'ailleurs le syndicat de bassin de l'Élorne, c'est le SBE, c'est plus sage Élorne, mesure depuis 1971 la concentration en nitrate dans les eaux.
ce qui est bien, parce que nous, à l'IUM, les mesures ne se font que depuis les années 90, fin des années 90. Grâce au gestionnaire ici du SBE, on a des suivis jusqu'à 71. Et alors, ce qui est top, c'est que, bien sûr, alors ça, elle est très connue, cette courbe, c'est la courbe en cloche, les nitrates qui augmentent, qui atteignent des valeurs dans les années 90 où on dépasse des seuils qui sont de l'ordre. On atteint quasiment les 50 mg par litre qui sont les taux de non-potabilité des eaux, etc. Et puis il y a eu des politiques de remédiation depuis les années, fin des années 90 là, qui permettent de replanter des talus, de refaire en sorte de limiter le ruissellement. Et puis vous voyez que les taux de nitrate finalement diminuent quand même depuis ce pic qui avait été atteint ici. Sacrée histoire. Alors 85, c'est un seuil. 85, c'est un seuil, on peut dire, dans ce palier des nitrates là que l'on va suivre. Mais alors les dinos, je ne vous en ai pas parlé, des dinocris, ça me frustrait un petit peu là. Donc là, vous voyez, il y a l'Ingulodinium macaerophorum, c'est le premier que j'illustrais tout à l'heure. Ben, vous voyez son histoire, elle fluctue, comme tout, parce qu'il y a de la fluctuation, je vous ai dit, annuelle, interannuelle. Il y a de la fluctuation, et puis il y a surtout une chute. Et puis il y a une chute en pourcentage vraiment massif, si bien qu'on n'a quasiment plus de ce taxon. Alors c'est assez inquiétant parce que c'est le dinokiste estuarien par excellence. Ah, il chute. Alors quand même, lui, sa forme végétative, là, celui qui était dans les eaux de surface, c'est l'Ingulodinium polyhedra, et lui, il est toujours vu dans les eaux de surface. Ça veut dire qu'on a la forme végétative qui existe, mais le kyste résistant, il n'est plus présent dans les sédiments. Bon. Alors bon, du coup, en pourcentage, il y a d'autres choses qui se baladent derrière et qui le remplacent. Si je vous parle du nom des dinokistes, là, vous allez m'assouder. Alors, 45, augmentation du ruissellement, diminution de ce taxon Lmax, et lui, là, avec ces petits processus coniques, là, est très très facile à reconnaître, c'est pratique en plus. Il chute après 45, et alors, période où les taux de nitrate sont les plus élevés, quasiment plus de ce taxon. Alors il n'est plus là, et pourquoi est-ce qu'il n'est plus là alors que sa forme végétative est toujours là? Une des pistes sur lesquelles on est, c'est que, je vous ai dit, les dinoflagellés, c'est compliqué leur cycle de vie. C'est compliqué, pour chaque dinoflagellé, le cycle de vie est compliqué. Pour lui, plus vous augmentez le taux de phosphate et de nitrate dans l'environnement, et plus son cycle de vie va partir vers d'autres cycles, d'autres stratégies, c'est-à-dire que l'Ingulodinium polyhedra est là, mais l'Ingulodinium polyhedra ne fera plus de forme de résistance si les taux de phosphate et de nitrate sont hors équilibre. Donc on a la forme végétative, on n'a plus le dinokiste, la forme végétative est toxique, mais finalement ici l'absence du dinokiste résistant, alors que c'est un taxon estuarien par excellence. Dans tous les estuaires de la façade française, il est présent à 40, 30, 40%. Donc ça nous ferait un proxy, un outil qui montre que les seuils de phosphate-nitrate dans le système estuarien sont hors équilibre. Alors, je ne peux pas vous présenter tout, mais il y a un collègue, Raphaël Essiano, à l'IFREBER, un biologiste, qui a travaillé en paléogénétique sur l'ADN sédimentaire des dinoflagellés des diatomées et qui montre que par paléogénétique, les communautés protistes, passées ces trois seuils, changent drastiquement du tout au tout et atteignent finalement aujourd'hui des pôles taxonomiques qui ne sont plus du tout ceux qui étaient présents avant la Seconde Guerre. Donc, quand je vous parlais de soutenabilité ou d'irréversibilité des communautés, là on manifestait avec ce collègue, après 85, clairement un changement radical des communautés protistes, aussi bien dans les dinoflagellés, dans les diatomées, mais dans tous les protistes au sens large. Donc voilà, je vais m'en arrêter là en fait. Après ici, ça c'est une synthèse mais que je ne vais pas vous le faire, et puis je vais me permettre de vous dire juste ça, à savoir qu'il y a un excellent doctorant à Brest qui travaille sur un site, sa thèse, c'est un historien, il travaille en fait sur l'histoire de la rade et des pratiques en rade. Et donc du coup il fait un site internet qui est participatif, c'est-à-dire que toutes les personnes du territoire de la rade peuvent alimenter la chronologie de tout ce qui a pu se passer en rade. En rade de Brest, il y a des mines, il y a d'anciens sites miniers argentifères, il y a eu l'utilisation des peintures anti-fueling, il y a eu tout un tas de choses, il n'y a pas que l'agriculture. Donc en fait, il y a un recensement qui est fait de l'ensemble des pratiques et à la fois des différentes observations qui ont été faites sur les communautés
pas que à l'échelle microscopique, mais aussi à l'échelle des organismes, des bivalves, de la disparition de telle ou telle bivalve, de l'apparition de telle ou telle autre, etc. Donc c'est un site qui s'appelle historat.fr et on peut consulter comme ça toute l'histoire, hein, par le spectre de l'histoire des pratiques. Voilà, en rade. Et nous, par les sédiments, on reconstruit autre chose, mais c'est des trajectoires continues avec de la variabilité qui inclut aussi cette variabilité naturelle et climatique. Je suis longue, hein? Ah, j'avais prévenu que j'étais longue. Je remercie tout le monde quand même, parce que c'est tout un tas de gens qui travaillent, il y a du monde, hein, c'est des géomorphologues, c'est des sédimentologues, des palynologues, des archéologues. Pour la partie holocène que je vous ai parlé, c'est les archéologues. Pour la partie récente, c'est des historiens. C'est des gens qui travaillent sur les contaminants. Je ne vous ai pas parlé des pollutions chimiques et des contaminants chimiques qu'on observe dans les sédiments. Mais j'avais pas le temps. Merci beaucoup Aurélie pour votre exposé. Des questions? Vous avez été prêts. Ah, j'ai déjà dépassé d'un quart vraiment, mais je pensais dépasser plus, j'avais peur. C'est vraiment très brutal, en fait, après 45 observations des modifications sur une dizaine d'années que vous faites de l'environnement et des modifications de l'environnement. C'est vraiment dû à une augmentation importante de la population, à ce remembrement qui a tout perturbé. Ah, là, sur la partie récente, là, sur la partie post-45, on ne peut pas ne pas mettre en lien les observations avec les pratiques agricoles. Je veux dire, c'est difficile de ne pas le faire. Après, on peut pointer tout un tas de choses. Il y a eu tout un tas de réglementations. Je parlais des peintures antifurines, par exemple, c'est réglementé depuis déjà un petit moment. Mais à 45, on ne peut pas ne pas mettre en regard. Alors, la démographie, je ne pense pas que là, ce soit le principal problème, mais les intrants chimiques dans l'agriculture en partie. Après, voilà, il y a des politiques de remédiation, il faut en sorte, il y a des efforts qui sont faits, il y a du replante, du talus, ça commence à se refaire quand même, il y a encore une utilisation trop massive des nitrates dans l'agriculture, et ça, vous savez tous aussi. Et puis il y a d'autres pollutions, les pollutions des mines argentifères, ça c'est des choses qu'on va essayer de suivre de plus en plus dans les carottes. Les traces, les éléments traces métalliques que l'on peut... on n'a pas encore toutes les données là-dessus. Oui, bonjour. On voit tout le travail que vous faites sur l'analyse des ruissellements, de l'érosion, des impacts que ça peut avoir sur les corrélés avec les impacts qu'on a depuis quelques dizaines d'années, voire plus. Mais est-ce qu'on fait appel à vous pour des modèles prédictifs sur la décennie ou les décennies qui viennent? Allez, alors je vous prends la dernière diapositive que j'ai zappée. En fait, modéliser un environnement estuarien en prenant en compte toute la dynamique fluviatile et côtière, c'est extrêmement compliqué. Mais en fait, là, on a, avec des collègues, réussi à décrocher un financement d'un projet sur plusieurs années. Là, quelque part, ça, c'est une démonstration avec le collègue paléogénéticien. Je ne vous ai pas montré les résultats de paléogénétique. Et alors, en plus, je ne suis pas paléogénéticienne, mais il y a des choses que j'arrive à montrer, présenter simplement, mais pas tout. Là, pour ces résultats que je vous ai montrés, en fait, ils ont fait un peu de preuve de concept et on s'est dit qu'il faut aller plus loin. Donc là, vous voyez, ça c'est la courbe des précipitations, ça c'est la courbe du titane, ça c'est la courbe d'Olm que j'ai montré tout à l'heure, et ça c'est la courbe du taxon d'inokiste là, avec les concentrations en nitrate, et puis là c'est Alexandrium minutum. Ça c'est le nombre de copies d'ADN par gramme de sédiment, c'est ce que le collègue paléogénéticien a fait. Donc là vous voyez que fait de la détection et de la quantification d'algues toxiques, là, clairement là l'augmentation c'est Cook. Puis après, c'est Cook. Donc ça veut dire que malgré qu'on soit en politique, certes, de remédiation, et puis
pour faire en sorte, disons, de limiter les entrants chimiques, de limiter le ruissellement. On voit bien que ce n'est pas suffisant, d'une part. Et en plus, en effet, se pose la question de plus tard et après. Donc là, c'est ce qu'on appelle les études de trajectoire. Donc là, on est dans le registre encore du paléo. Et la question du futur, ça veut dire qu'il va falloir passer par une étape de couplage modèle-données. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Dans un premier temps, donc il y a une modélisatrice, là, à l'UM, qui est chercheur CNRS, donc une modélisatrice. Déjà, pendant 1 an, voire 2 ans, il va falloir qu'elle construise son modèle. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle paramètre la géométrie de son modèle, la rade, les rivières, leur profondeur, l'épaisseur de sédiments, les flux. Il va falloir qu'elle construise son modèle. Une fois qu'elle aura construit son modèle et qu'elle aura couplé un modèle dynamique d'eau douce, donc fluviatile, avec son modèle dynamique côtier, pour les eaux de la rade et de l'Iroise, une fois qu'elle aura fait ce modèle et qu'elle aura construit, mais je parle en termes d'entité géographique, on va faire tourner son modèle pour l'avant-seconde guerre mondiale. Pour voir déjà qu'est-ce que le modèle dit aujourd'hui, donc elle va le calibrer sur des mesures actuelles, évidemment. Est-ce que déjà son modèle sur la période pré-seconde guerre, est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il donne des choses analogues à ce que nous on dit? Donc il y a ces 2 étapes-là à faire, le construire aujourd'hui, le paramétrer, l'exporter pour voir s'il fonctionne sur les périodes où on a de la donnée par le passé, et quand on aura fait ces 2 étapes-là, on va le faire tourner pour du prédictif en regardant si on change en effet le taux de nitrate en entrée, qu'est-ce que ça change par ailleurs en sortie sur les concentrations en microalgues, etc. Mais ça, voilà, ça nécessite au préalable au moins 2 étapes qui vont prendre au moins 2 ans. Donc c'est vraiment très... Enfin, si on veut faire un modèle qui tient la route, après voilà, les modèles, on sait très bien qu'ils ont leurs limites, ils approximent aussi la réalité. Donc quelque part, si on veut faire un modèle pour la rade et ses basses inversants, qui fasse preuve de concept et qui soit le plus précis possible, il va falloir être rigoureux. Donc là, on a prévu de faire des campagnes en rade pour ne serait-ce que déjà... Non, je ne vais pas me dire par ça, mais pour imager au mieux la profondeur, la largeur de tous les cours d'eau pour que son modèle soit le plus parfait possible en termes de dynamique fluviatile en entrée. Donc déjà paramétrer le modèle, c'est déjà une étape. L'exporter dans le passé pour voir s'il est cohérent avec ce que nous on observe, c'est une deuxième. La prédiction, ouais, il y aura au moins 3 ans de boulot avant. Mais oui, c'est le but. Pour pouvoir dire si au final c'est soutenable ou pas. Je disais que non, il y a de l'espoir. Merci Madame pour votre exposé. Vous avez posé une photo tout à l'heure de la position de la Terre par rapport au Soleil. Vous n'avez pas fait de commentaire sur cette diapositive. Pour moi, on me parle du cycle de Milankovitch. Je ne sais pas si ça va pour ça, parce que ça va pas non. Non. Et quelle est la relation entre vos graphiques de température et les cycles de Milankovitch? Je vous remercie. Alors, juste par rapport à quelle donnée de température? L'évaluation de température, l'évaluation cyclique de température. Milankovitch donne des cycles de 12 à 15 000 ans. Vous parliez de 100 000 ans ou plus. Non. Alors Milankovitch, en fait, voilà. C'est une combinaison des cycles de Milankovitch. Alors Milutin Milankovitch est en effet le mathématicien qui a formalisé cette relation entre la distance Terre-Soleil et la quantité d'énergie qu'on reçoit sur Terre. Alors, les cycles, à proprement parler, c'est 400 000 et 100 000 ans pour l'excentricité, c'est 41 000 ans pour l'obliquité, et c'est 19 et 23 000 ans pour la précession des équinoxes. Donc dès lors qu'on est en fait inférieur à 19 000 ans en périodicité, on n'est plus sur du Milankovitch. Donc du coup, les cycles glaciaires-interglaciaires, je vous ai dit qu'ils avaient des périodes de récurrence de 40 000 au début du Quaternaire et de 100 000 ensuite. C'est considéré comme étant du Milankovitch, mais c'est une théorie. On appelle ça la théorie astronomique des paléoclimats, c'est une théorie. Mais bon, c'est lié avec la distance Terre-Soleil, c'est du Milankovitch. Mais je n'ai pas parlé de cycle de 15 000 ou 12 000 ans. Disons que j'ai parlé de notre interglaciaire qui a démarré il y a 11 700 ans. Notre interglaciaire dure depuis 11 700 ans. Alors j'ai souvent écrit BP, je suis désolée, je n'ai pas précisé d'ailleurs, BP c'est before present, c'est-à-dire que dans notre référentiel chronologique, le présent c'est 1950. Donc quand on dit 11 700 ans, avant BP, on dit 11 700 ans
avant 1950. Si on parle avant Jésus-Christ, évidemment, on a un chiffre de 2000 ans. Donc en parlant avant 1950, donc notre interglaciaire, après avant 1950, on va dire on est en 2022, donc il y a 72 ans d'écart. Bon, mais quand on dit depuis 11 700 ans, on est plus à 72 ans près. Ouais. Mais voilà, 11 700 ans, c'est le début de notre interglaciaire. Mais en fait, quand je parlais de récurrence, oui, des cycles glaciaires interglaciaires, la pulsation de Milankovitch, oui, c'est des cycles de 100 000 ans. C'est-à-dire si on prend tous les maxima glaciaires, leur récurrence est de 100 000 ans sur la fin du Quaternaire. Ou si on prend tous les maxima interglaciaires. Donc si on veut remonter à l'interglaciaire avant le nôtre, parce que c'est ça finalement un cycle, c'est une sinusoïde. Donc si on veut remonter à l'interglaciaire avant le nôtre, hop, il faut aller 129 000 ans à l'Émien. Question là? Oui, oui, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des travaux en commun, ou en tout cas vous avez des échanges sur des études similaires sur des estuaires qui pourraient être faites dans d'autres pays, qui pourraient avoir des problématiques un peu semblables, ou est-ce que c'est un travail qui est fait exclusivement en France, à Brest? Oui. En fait, alors là, le collègue Raphaël Luciano, là, dont je vous parlais là tout à l'heure, qui lui travaille sur toutes les études paléogénétiques, hein, par exemple, là, cette quantification de l'algue toxique, là, c'est lui qui l'a produite. Hein. Et là, du coup, il y a un gros projet européen qui s'appelle TREC. C'est Traversing European Coastline. Et voilà, il y a le MRC, il y a TARA, il y a un gros projet Europe 2020 qui est aussi adossé à ça. Donc là, il y a un gros projet qui démarre là et qui, en fait, va viser à carotter toutes les côtes européennes pour mener toutes ces études paléo-environnementales, mais avec ce regard rétrospectif court terme. Parce que là, je vous parlais de l'Holocène. Le but, c'est pas d'aller faire l'Holocène sur toutes les côtes françaises, mais vraiment d'aller investiguer cette histoire de la trajectoire des communautés protistes. Et c'est à l'échelle de toutes les côtes européennes. Donc ça démarre l'année prochaine. Et ils vont commencer à carotter 2023 par l'Orient, mais après, il y aura tout un ensemble de sites carottés sur toute la façade européenne. Ouais. Et les autres continents, l'Amérique? Après, alors, c'est pas complètement inédit, hein. Même en Europe, il y a déjà eu des études de ce type qui ont été conduites. En Méditerranée, en Adriatique, il y a eu des études qui ont été faites sur des données palynologiques aussi. Hein. Mais là, le projet, il vise la trajectoire des socio-écosystèmes côtiers européens. Après, il y a d'autres pays qui ont déjà adopté ça. Aux États-Unis, il y a déjà des études aussi qui se font. Après, là, le côté innovant de ce projet européen et de cette mission-là, qui va traverser donc, toutes ces côtes européennes, c'est que maintenant, les paléogénéticiens arrivent à des degrés de reconstruction par métabarcoding. Donc, ils arrivent à des reconstructions qui sont vraiment très précises sur les communes. Alors, eux, ils ont des... C'est là où c'est intéressant avec ce collègue de discuter, c'est que eux, vous voyez, là, la quantification, elle s'arrête là. Ils s'arrêtent là parce qu'après, ils ont trop de problématiques de dégradation de l'ADN dans les sédiments. Donc après, eux, ils ont un outil qui est très puissant pour parler des communautés, des protistes au sens large. Mais par contre, ils ont un problème de dégradation et de préservation de l'ADN. Nous, on a des outils palynologiques qui sont très puissants. Et je vous ai dit que les pollens, on peut remonter au Crétacé avec ce problème. Hein. Mais par ailleurs, avec les dinokystes, par exemple, on ne fait pas tous les protistes. On fait juste les kystes de certains dinoflagellés. Donc en fait, chacun a des outils qui sont puissants d'une certaine manière, mais qui se complémentent d'une autre. Voilà. Et il y a des avancées dans chacun des outils. Pour ce qui est de l'acidification des océans, est-ce que vous relevez des indices directs ou indirects de ce phénomène dans les carottages récents? C'est difficile de mesurer l'acidification dans des... Il y a des outils en géochimie qui commencent à se développer pour essayer d'accéder à cette information d'acidification à partir des calcaires et à partir d'outils. Alors c'est des outils, c'est le bord pour faire du paléo-pH, des choses comme ça, mais c'est des outils géochimiques qui sont en développement avec beaucoup d'incertitudes aussi. Donc du coup, c'est pas évident. Faire de la, on va dire, paléo-acidification, l'outil qui permet d'accéder à cette information, il n'est pas si évident. Il n'est pas si évident, mais il y a des développements méthodologiques. Et surtout les isotopes du bord.
Voilà, c'est ce qui est le plus utilisé pour faire des reconstructions de paléo-PH. Mais c'est encore en développement, et voilà. Et souvent c'est des outils géochimiques, en fait. Donc du coup, difficile à dire ça. Et puis les problèmes d'acidification, là, c'est quand même assez récent, on va dire, si on prend les taux extrêmement élevés de CO2. Mais donc du coup, ouais, bon, voilà, c'est pas évident hein, d'avoir toujours l'outil qui permet d'accéder à l'information en question, mais là, celui-ci n'est pas trivial. Pas trivial comme outil. Oui, je voulais poser une question sur les relations que vous avez avec les pouvoirs publics, les syndicats de la protection. Je vois que vous parlez de l'établissement public d'aménagement et de gestion du bassin versant de Rhône, ou d'autres communautés, enfin de communes ou autres. S'intéressent-ils à votre travail? Sont-ils directement concernés? Prennent-ils des décisions dont vous êtes déjà au courant ou sous votre influence? Alors après, eux-mêmes, ils aimeraient bien avoir plus de poids, mais ils n'ont pas souvent le poids qu'ils aimeraient avoir eux-mêmes dans leurs établissements. Alors les magasins, c'est en gros l'équivalent. Alors quand je vous parlais de la courbe de nitrate, dont je parlais gestionnaire du SAGE, qui n'est plus le SAGE, maintenant ça s'appelle le SBE, le syndicat de bassin et l'Orne. Donc ça, ce sont toute la partie gestion acteur du territoire sur le bassin versant des Lornes. Et puis les magasins, c'est la contrepartie. Mais alors eux, bien sûr, ils sont vraiment partie prenante dans beaucoup de projets recherche qui sont faits par l'IFREMER, par l'UM. Et alors là, l'exemple, ils sont dans la zone, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai parlé de la zone atelier brest-tiroise en tout début, qui a un label CNRS en fait. C'est un territoire en gros. Alors sur la France, hein, il y en a pas mal. Hein. Vous avez, il y en a un peu partout en fait, qui sont des zones ateliers du CNRS sur lesquelles les acteurs du territoire, et par les acteurs, on entend les gestionnaires, les scientifiques, les associations, etc., travaillent de concert, ont un comité de pilotage où ils se retrouvent, etc. Donc nous, pour la zone atelier brest-tiroise, c'est ce qu'on a. On a un comité de pilotage. Et donc du coup, dans ce comité de pilotage, viennent des personnes du SBE, etc., du PNRA, du parc naturel régional armorique, du parc naturel marin d'Iroise, le PNMI, etc. Et le comité de pilotage est constitué par toutes ces personnes-là. Et donc du coup, si on regarde la zone atelier brest-tiroise, donc cet espace de discussion qui existe entre scientifiques et, on va dire, non scientifiques, mais non scientifiques, c'est pas terrible parce qu'en fait, il y a des scientifiques aussi dans ces instances-là. Donc, entre tous les acteurs du territoire, si on regarde la zone atelier brest-tiroise, il y a des thèmes de recherche qui sont axés en priorité. Donc, par exemple, dans la zone atelier brest-tiroise, le thème 1 est sur le risque d'érosion-submersion. Le thème 2, il est, je vais dire des bêtises en plus, mais le thème 2, il est sur la qualité de l'eau. Le thème 3, je ne sais plus, j'ai oublié. Et bref, sur les écosystèmes, sur tous les suivis qui sont faits, aussi bien dans RAD d'ailleurs que dans l'Iroise, parce qu'il y a aussi tout un suivi par le parc marin qui est fait sur l'Iroise et sur les faunes marines de manière générale de l'Iroise. Il y a un thème 4 aussi qui travaille sur les dynamiques sur le long terme. Et là, du coup, moi, je m'insère plus dans cette trajectoire long terme, dans le cadre de la série. Alors maintenant, ils sont partie prenante dans de nombreux projets recherche. Ils assistent à ces comités de pilotage. On remonte des priorités recherche, on en discute, etc. Maintenant, quel est l'impact réellement de tout ça sur les prises de décision politiques? C'est toujours compliqué. Encore faut-il que les élus du territoire entendent, par exemple, que la RAD est en mauvais état écologique. Déjà, ça, c'est un sacré, c'est pas évident, parce que, en fait, jusqu'à très peu de temps, hein, jusqu'à il y a 2 ans de ça, pour certains élus, elle était en bon état écologique, parce que les indicateurs qui sont pris pour dire si un écosystème est en bon état, n'étaient pas ceux qui démontrent, par exemple, là, toutes les algues toxiques ne sont pas des indicateurs pour décrire l'état écologique de la rade. Du coup, on se dit qu'il faudrait peut-être changer des indicateurs ou prendre en compte certains indicateurs qui permettent de décrire au mieux. Eh bien, ça bouge. Ça bouge. Là, par exemple, à la métropole, il y a un contrat qui va s'appeler le contrat de RAD. Donc, c'est Brest Métropole qui soutient ça. Et qui va permettre de mettre en synergie toutes ces... moi, je travaille sur du long terme, par exemple, avec les carottes, hein, mais je vous dis, il y a tout un tas de biologistes qui travaillent sur des choses qui sont beaucoup plus en lien avec ce que vous pouvez voir peut-être ici en conférence, ou des choses très très actuelles, ou des suivis instrumentaux très très récents, quoi.
Donc toutes ces choses-là, toutes ces discussions sur les thèmes 1, 2, 3, 4 de la zone atelier brest-iroise, finalement ça va merger dans un énorme projet contrat DRAD qui commence tout juste là. Donc il y a eu un diagnostic qui a été fait sur la rade. Ça y est, la rade est reconnue comme étant en mauvais état écologique. Donc ça, c'est déjà un pas. Et donc du coup, là-dessus, suite à ce contrat de rade qui va être poursuivi pendant quelques années, 4 à 5 ans a priori, des prises de décision découleront de l'ensemble des travaux et des discussions qui auront lieu. Mais déjà, voilà, c'est déjà un pas franchi. C'est déjà reconnaître que... Et puis après, je veux dire, là, c'est plus tellement notre sort, mais déjà entendre factuellement ce qu'il en est, ça permet déjà au moins de se dire des fois j'ai une impression d'efficacité. C'est pas mal. Dernière question peut-être. Est-ce que vous avez détecté des microplastiques sur les couches superficielles? Ouais, alors sur les couches superficielles, il y a des collègues à l'IUM qui travaillent beaucoup sur les microplastiques, et il y en a des microplastiques, des nanoplastiques. Bon, voilà, moi dans les carottages, je ne sais pas dire vrai, c'est peut-être quelque chose un jour que j'aimerais bien investiguer, c'est voir est-ce qu'il est possible de retracer ça aussi dans le temps pour démontrer l'accélération, la quantité, remettre ça en perspective. Mais en tout cas, sur les sédiments de surface, oui, ça, il n'y a pas de souci, c'est étudié et largement étudié par un laboratoire de l'IUM. Micro, nano, plastique tout court, tous les plastiques. Merci. Merci beaucoup.